La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, du sport. Pour changer Vincent aujourd'hui, enfin un club sportif qui fait aussi autre chose que du sport pour boucler son budget. C'est donc également une entreprise et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du Lausanne Hockey Club. Chris Wolf est notre invité dans B2B. Bonjour Chris Wolf. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de votre parcours, plusieurs vies en une. On peut dire que votre carrière professionnelle a démarré lorsque vous avez quitté l'école, assez tôt, 16 ans. Vous n'aimiez pas ça? Non. J'ai été très tôt intéressé par la musique, intéressé par la radio, fasciné par les médias. Et puis, à l'époque, être DJ, c'était assez populaire chez les filles. Vous m'expliquiez en préparant cette émission, pas trop aimer le cadre scolaire, particulièrement l'autorité, ne pas y être vraiment réceptif. Pour quelle raison? Je crois que ça m'intéressait surtout pas du tout et que j'avais d'autres intérêts qui manifestement étaient assez loin de l'algèbre, de la géographie et puis du français ou du latin. Et donc j'étais très vite dans le sillage de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Et puis très tôt, j'ai souhaité quitter ce monde-là qui n'était pas pour moi véritablement. Vous étiez quand même bon élève? Non, absolument pas. J'étais un cancre. Vos parents, ils en pensaient quoi? Un cancre de l'ordre, de la conduite, avec des très mauvais résultats. J'étais vraiment pas concerné par cette étape-là, si ce n'est par le côté humain que j'ai toujours adoré avec tes copains à l'école, avec les profs, avec cet échange, cette amitié et puis ce partage. Ça, c'est toujours quelque chose que j'aime aujourd'hui. Mais c'est vrai que me passionner pour la science et puis les chiffres à l'époque, c'était vraiment pas mon truc. Vous y êtes revenu d'une certaine manière. Alors j'ai dû m'y mettre. Vous étiez soutenu par votre famille dans cette démarche d'entreprendre. On va parler de radio parce que c'est là que vous avez commencé. On vous soutenait? Personne peut te soutenir quand tu dis que tu t'intéresses pas à l'école puis que tu as envie d'aller travailler. Donc ça a été des points d'interrogation et puis des discussions. Mais je dois dire que j'ai eu des parents quand même très permissifs qui m'ont jamais barré la route et puis qui ont toujours soutenu ce que je faisais. Donc il y a une fois quand même où j'ai vu mon père arriver dans le club où je mixais un mercredi soir et il s'est assis à côté de la piste de danse. Le club était encore vide. Il n'a pas dit un mot et il m'a même pas regardé. Et je me suis dit, ouf, là, c'est un grand moment de solitude que j'ai. Mais non, ils ont jamais fait barrage, en tout cas, pour que je puisse accéder à mes rêves. Il y avait un premier projet, vous disiez passionné de musique, c'était la radio. Vous avez créé une antenne qui s'appelait MFM. L'anagramme de quoi d'ailleurs? Musique FM, qui est une radio qui a été... l'origine a été créée par Daniel Hoffman, et puis avec son compère de l'époque, Kip, et puis moi, on a participé à ça, dans la programmation, dans le choix de la musique, mais aussi dans la production des jingles. Et puis, la particularité de cette radio, c'est que surtout, elle était tout à fait pirate. Oui, alors, parlez-nous du contexte de la création de cette radio. On parle d'une élection présidentielle en France. Oui, c'était une année un peu particulière, puisque c'était une année de réattribution de fréquences. Et puis, en même temps, c'était une année d'élection présidentielle. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu la politique française, en tout cas à l'époque, c'était une année où les décisions étaient un peu gelées, où les décisions ne se prenaient pas. Au début des années 80 88, ouais. Et voilà. Et puis on avait des soutiens puis des appuis politiques qui n'étaient pas les mêmes que François Mitterrand. Donc quand il a été réélu, on a plié. Vous parliez d'entrepreneuriat, vous dégagiez des bénéfices avec cette radio-là? Non, c'était encore une fois, c'était une activité purement bénévole. C'était de la passion. Ça n'avait rien
Il n'y avait pas d'idée derrière de gagner de l'argent. On faisait ça à côté, et puis vraiment, c'était le fun. Vous devenez après un professionnel des médias, puisque vous rentrez chez Énergie Léman, c'est ça? Ouais. À Archamps. Ouais, exact. Et rapidement, vous passez de l'animation au commercial, comment ça se passe? Oui, j'ai exercé plusieurs professions, c'est vrai. La principale a été le commerce, aux côtés de Francis Rivolet, qui a été mon mentor pendant ces années-là. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de m'occuper des programmes pendant une période courte, 9 mois. Et ça m'a beaucoup appris. Et puis j'ai pu aussi... c'est beaucoup de management, donc je me sentais aussi légitime et à l'aise de gérer cette équipe, même si voilà, j'étais pas spécialiste à ce moment-là de la programmation musicale, puisque les années avaient passé. Mais par contre, on pouvait à l'époque se reposer sur de nombreux outils marketing, de nombreux outils d'analyse. Et puis j'ai toujours été intimement convaincu que mon avis comptait très peu au regard de l'avis des auditeurs ou des consommateurs, qu'il est important de toujours sonder pour avoir une bonne représentativité de ce que pensent les gens de ton produit. Vous avez regretté de ne plus être DJ ou de ne plus être dans vraiment la fabrication de la musique et d'être dans le côté commercial? Encore, en passant cette porte, je me dis, merde, j'aimerais bien recommencer, ce serait sympa, une petite émission. Mais il n'est jamais trop tard. Mais il n'est jamais trop tard, effectivement. Donc peut-être que voilà, vous allez recevoir un CV dans quelques semaines, et puis que je postulerai pour animer une émission. On va étudier ça avec une attention. émission sur le rock. En tout cas. La direction alors commerciale d'Énergie en Suisse, et puis après vous aidez à développer le groupe en Europe au travers de différentes franchises. La passion, elle s'est effritée au fil des années. Qu'est-ce qui a fait que justement vous êtes parti de ce milieu des médias? D'abord, quand tu rentres dans un groupe comme Énergie, c'est une école de vie, parce qu'on te donne ta chance, parce que les choses sont pas forcément super bien structurées, super bien ordrées, donc tu dois faire ta place, tu dois créer cette organisation, tu dois mettre en place beaucoup de choses. Et puis il y avait vraiment deux niveaux. Le niveau des programmes qui était très au point, avec Max Guazzini qui leadait ces programmes-là de manière très professionnelle. La technique, avec un réseau et puis avec une puissance et avec un son qui était reconnu dans toute la France et dans toute l'Europe. Puis après, il y avait l'organisation commerciale qui, au début, était un tout petit peu désorganisée ou défaillante. Et puis, sous l'impulsion de gens comme Jean-Charles Matet ou Francis Rivolet, les choses ont bien évolué. Et puis, on a pu se développer en commercialisant aussi d'autres radios en Suisse. Et puis, surtout, moi, ce qui m'a plu en Europe, c'était le contact avec d'autres populations finlandaises, suédoises, allemandes, autrichiennes, et puis de partager un peu notre savoir-faire avec eux. Et qu'est-ce qui a fait finalement que vous avez quitté cet univers? Bon, j'y ai passé 18 ans. Et puis, une de mes autres passions, ça a été le sport, le hockey sur glace. Et puis, j'ai toujours dit que si je troquais une passion pour une autre, c'était soit celle-là, soit l'horlogerie que je voyais aussi comme étant un rêve et quelque chose à laquelle j'aimerais bien participer, parce que mon père y a travaillé pendant toute sa vie. Et voilà, donc le hasard des calendriers a fait qu'une équipe d'amis a repris le Lausanne Hockey Club. Et puis à ce moment-là, j'ai émis le souhait de changer. Je pense que j'avais fait aussi mon temps. Je pense que la période aussi, quand tu as fait 18 ans, certains te regardent en disant, bon, écoute, passe ton tour à quelqu'un d'autre. Il faut qu'il y ait du sang frais, il faut qu'il y ait du neuf. Et puis, je pense que les agendas étaient bons à ce moment-là, les planètes étaient alignées. Il y a un côté frustrant quand même d'avoir deux passions. Vous parlez de l'horlogerie, des médias. On se sent tiraillé. Vous auriez souhaité parfois n'en avoir qu'une? Non, je ne raisonne pas comme ça. Je me dis que je me lève chaque matin en me disant que je ne vais pas travailler, mais que je vais toujours exercer ma passion. Puis ça fait maintenant des années que ça dure. J'ai même jamais eu l'impression d'aller travailler, tellement le plaisir est grand, et puis que la passion, elle est forte, elle est intacte. Et ce qui était assez intéressant, c'est que quand j'ai quitté Énergie, je ne l'ai plus écouté pendant, en tout cas, 2 ans. J'allais même plus au concert. Enfin, c'est un truc que j'ai un peu évacué de moi. Comme un deuil. Inconsciemment, ou je ne sais pas pour quelle raison. Et puis maintenant, j'ai un plaisir évidemment fou à
retrouver les concerts, puisqu'on va en parler certainement un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que la radio, maintenant, je la reconsomme, je la réécoute beaucoup en podcast. Et puis, maintenant, j'ai retrouvé le plaisir, en tout cas, de l'écouter. Et puis de la faire, on en reparlera. Il a encore un bel avenir, selon vous? La radio ? Oui, parce que tu racontes des histoires. Et puis la vie, c'est ça. Alors, une autre histoire, elle a commencé très tôt. Vous avez grandi à Montchoisy, si je ne me trompe pas. Et le LHC, vous m'expliquez être vraiment venu plus pour le LHC à la base que pour le sport en général. Il y a une histoire qui vous lie avec ce club. Elle a commencé comment ? C'est un club un peu particulier, puisqu'il a évolué pendant de nombreuses années dans un quartier à ciel ouvert, à une époque où les joueurs qui composaient la première ligne, la GDF, avec leurs défenseurs, ils habitaient dans le même immeuble, dans le même quartier que la patinoire. Donc ça vous situe un tout petit peu l'époque lointaine. Et puis c'était une période assez intéressante. Moi, c'était mon adolescence, et du moins le début. L'adolescence, à cette période-là, avait pas exactement la même signification que l'adolescence de maintenant. Mais voilà, c'était particulier parce que j'entendais beaucoup de bruit, des clameurs, je voyais des gens avec des écharpes. Puis, vous imaginiez prendre un jour part à cette aventure? Oui, bien sûr. Alors, j'ai commencé par les entraînements, et puis ensuite, comme un bon jeune qui se respecte, qui n'a pas l'autorisation de ses parents, tu te faufiles un soir en douce par le grillage du tennis. J'étais membre du tennis, mais pas du hockey. Et puis voilà. Puis c'était de notoriété publique que pour passer sans contrôle, sans billet, quand tu n'avais pas l'âge, tu te faufilais à travers le grillage, et puis tu t'arrivais directement dans le COP, qui était un passage pour tous les adolescents indispensable. Et ça l'est encore aujourd'hui. Et là, vous vous imaginiez CEO du LHC un jour? Non, pas du tout. Je m'imaginais rencontrer des filles. et puis participer avec les copains pour voir un match. Mais j'étais à l'époque pas aussi passionné peut-être par le jeu que je le suis aujourd'hui. Il y avait une certaine appréhension de prendre un poste, vous le disiez, vous avez commencé au marketing du club, prendre un poste à responsabilité que vous avez aujourd'hui avec un club que vous connaissez depuis l'enfance. Il y avait une petite appréhension? Aucune. C'est peut-être cette insouciance qui me guide et puis qui m'a servi. Finalement, de ne pas avoir peur de grand-chose, et puis une capacité de résistance. On a pu le constater lors des derniers 24 mois. Voilà, tout ça moi, ça me donne l'énergie, ça me dope. Et encore une fois, quand le projet n'est pas encore abouti et il est passionnant, et tu sens qu'il y a derrière un potentiel fantastique, puis surtout que ça fasse du sens. Et aujourd'hui, ça fait du sens quand tu vois des gamins qui ont 4 ans et puis qui enfilent leur équipement pour la première fois, puis qui arrivent à l'école de hockey, puis qui démarrent, puis tu vois les sourires des parents, tu vois les sourires aussi de nos fans quand on joue bien et qu'on met des buts, puis qu'il y a toute cette joie, toute cette communion. Et, c'est des moments qui sont magiques. Un poste qui pourrait être exposé à la critique, ça vous fait peur, ou parfois ça vous chagrine? Non, je reprends la phrase de Steve Jobs: si tu veux être populaire, tu ouvres un stand de glace. Et puis tu as le choix entre mocha, fraise et puis myrtille. Et puis tu risques pas de parfum quand même. Tu risques à tout le monde. Non, mais tu risques pas d'être impopulaire. Donc non, pas du tout. C'est encore une fois là aussi la critique. Moi, je m'en sers parce qu'elle est très souvent justifiée. Très souvent, c'est un coup de pied dans le derrière qui est salutaire, qui est le bienvenu. Et puis tu apprends de ça. Moi, j'apprends beaucoup de ça. Chris Wolf, en cette deuxième partie, on va parler de l'entreprise finalement, Lausanne Hockey Club, parce que c'est pas juste une équipe. Il y a peu d'informations économiques et financières de disponibles pour le public, mais vous nous avez dit en préparant l'émission, c'est 107 employés, c'est juste. Ouais. Un seul actionnaire depuis le début de cette année, Grégory Finger. Il est actionnaire depuis 2020, mais il a pris le contrôle complet. Et si j'ai bien compris, il y a 4 activités au Lausanne Hockey Group, on peut l'appeler, pas club, mais évidemment, d'abord, c'est ce qui est le plus connu, j'imagine, c'est l'équipe. Il y a ensuite l'académie qui regroupe d'autres équipes et qui forme. La restauration, dans beaucoup d'endroits, c'est une source de revenus importante. Et puis, il y a aussi LHC Live qui gère l'événementiel,
donc les concerts que vous évoquiez en première partie tout à l'heure, mais aussi des spectacles, des séminaires. Comment s'organise cette activité? Quel est le budget? Comment ça se répartit entre ces quatre piliers? Alors, tout d'abord, il y a une réflexion en amont qui a été faite par les personnes qui m'ont précédé. Évidemment, une réflexion à laquelle moi j'ai participé, qui était de dire il nous faut un nouvel endroit pour pouvoir se développer, pour pouvoir générer des revenus, pour pouvoir être compétitif. Là, les planètes ont été extrêmement bien alignées entre notre souhait, nos souhaits, et puis la volonté aussi politique des trois communes de rénover aussi, de soit rénover, pouvoir rénover la vieille patinoire de Malais. C'était Malais à l'époque. Voilà, Et ou devoir. Il y a un nouvel écrin. Ou devoir construire une nouvelle, puisqu'elle était plutôt aux normes. Voilà, il y avait qu'un choix, c'était de la démolir. Donc elle s'appelle la Vaudoise Arena, ça c'est l'endroit Voilà. où vous vous exprimez. Exact. Et donc la réflexion, c'était de se dire, on doit rentrer dans une nouvelle arène plus grande, on doit contrôler la restauration, et puis on doit pouvoir y faire d'autres activités, qui soient des activités qui fassent du sens aussi, pas seulement penser qu'à l'argent et de se dire, voilà, je vais gonfler mes revenus grâce à une activité X ou Y, mais c'était de dire qu'est-ce qui pourrait être complémentaire au spectacle qu'on propose 30 fois dans l'année avec du hockey sur glace. C'est évidemment la culture. Et puis évidemment sur le site de Malais, pour ceux qui ont connu Malais 1 avec des concerts, il y a eu tous les artistes, U2, Bruel, Goldman, Céline Dion, Peter Gabriel, enfin des grands noms. La patinoire, c'est presque 10 000 places, 9 600. 9 pour un concert, c'est combien de places? Alors, on a plusieurs configurations qui vont de 4 000 jusqu'à 11 008. Et l'activité donc d'événements, ça représente quelle part de votre budget? Aujourd'hui, très faible, mais indirectement, elle contribue au développement des LHC Gourmet. Et puis surtout... Gourmet, c'est la restauration. Oui, c'est la restauration. Et puis surtout, elle offre à la population des alternatives au sport pour pouvoir voir des artistes qu'on ne voyait plus depuis que l'Arena de Genève a ouverte. Donc ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant pour tout le monde. Votre budget, il est de combien? Notre budget, on ne le communique pas, mais je peux vous parler des revenus qu'on génère chaque année, de l'ordre de 26 millions. Et là, on peut les répartir comment? Entre le sport, l'événementiel, la restauration? Alors, aujourd'hui, la plus grande partie de ces revenus, évidemment, ce sont ce que nous générons avec les tickets de match. Puisque l'Arena, elle compte 9 600 places. Aujourd'hui, on est loin de la remplir, parce que pour la remplir, il faut des résultats sportifs, de la continuité, de la régularité. Et puis, on est encore une fois dans une ville concurrentielle, où les loisirs sont nombreux. Et puis, le public lausannois est un public connaisseur, qui a souvent été déçu, et puis qui maintenant... demande des résultats, et c'est normal. On doit tout faire maintenant pour que la compétitivité de notre équipe sportive soit meilleure. Comment remplir cette arena. Mais donc le sport, c'est la moitié de vos 26 millions à peu près, c'est ça? Donc le reste, c'est presque la restauration, ou si vous dites que l'événementiel est encore faible? Non, mais l'événementiel est encore une fois va grandir et puis va se développer dans les années à venir. Encore une fois, nous, on est capable à la Vaudoise Arena d'accueillir une petite PME qui décide de faire une petite réunion de travail, un petit workshop, jusqu'à la Migros récemment, qui a fait sa fête de personnel, il y avait plus de 2000 personnes. Et puis le dernier succès qu'on a eu, c'était le concert d'artistes portugais, Kalima Marisa, qui a réuni presque 8000 spectateurs, autant que Sting. Et puis ça, c'était une fête aussi. On a une idée aussi, l'équipe en National League, le dernier chiffre que j'ai trouvé remonte à 2003. C'était à l'époque un budget de 7 millions de francs. Je pense qu'il a bien doublé depuis. C'est quel ordre de grandeur, les fonds qu'il faut mettre pour être de bon niveau dans cette ligue? C'est actuellement des chiffres que personne communique parmi les clubs. Avec des estimations. C'est pour ça que je dis que ça va au moins doubler. Encore une fois, parce que communiquer ces chiffres-là font du sens que si on peut comparer des pommes avec des pommes. Et chacune des organisations est montée différemment. Certains n'ont pas de restauration, d'autres ont un mouvement junior qui est important, qui pèse dans le budget, d'autres complètement marginal. Donc ce serait plus juste de parler équitablement de masse salariale, parce que là on peut comparer des pommes avec des pommes. Voilà. Et puis on a un projet, c'est un secret de polichinelle, qui est à l'étude actuellement entre les différents clubs de la National League, pour créer
salary cap sur le modèle nord-américain pour pouvoir caper les plus petits et les plus grands et réduire l'écart entre les équipes pour favoriser les possibilités de gagner le titre. En NHL, vous voyez les 20 dernières années, je crois il y a 15 ou 16 organisations différentes qui ont c'est la grande gagné. compétition nord-américaine. Nord-américaine, ouais. Alors qu'en Suisse, à part l'année dernière, ça a toujours été un combat entre Zurich, Berne, Davos. Voilà. Donc là, on essaye de... Vous pensez aboutir cette année sur cette... Non. C'est un process qui est long. Il faut aménager beaucoup de choses. Il faut qu'on se mette d'accord entre nous. Mais il y a une vraie volonté de la majeure partie des clubs de le faire. Un mot très rapidement sur la gouvernance du club. Vous êtes CEO, il y a le président Patrick Depreux et puis également le directeur sportif John Fust. Vous avez votre mot à dire sur les performances ou les choix sportifs de l'équipe? Comment ça se passe? Aucun, et j'espère en avoir jamais aucun. Je n'ai pas les compétences pour décider d'un alignement ou prendre une décision après un match ou relever que tel joueur serait plus compatible à l'aile ou au centre avec un autre. Il y a tenté néanmoins de... Non, mais je n'ai que des impressions de supporters qui, comme les autres, comme vous tous, regardent les matchs et puis a un avis et le donne. Des fois, je le partage au café avec mon directeur sportif. Et puis, des fois, il me reprend en m'expliquant les choses à sa manière, avec sa vision de professionnel qu'il est, d'ex-joueur, d'ex-entraîneur et actuellement directeur sportif. Et moi, mon rôle se limite qu'à l'acceptation ou non d'un joueur qui serait dans l'enveloppe budgétaire ou qui la dépasserait ou qu'il faille modifier quelque chose là-dedans. Mais sur le choix des hommes, je me garde bien de tout commentaire. Revenons à le défi de remplir ces 9600 places dans l'Arena. L'an passé, si j'ai de bonnes informations, vous aviez 4200 abonnés. Il n'y a pas très longtemps, vous en étiez rendu à 3900 avant que la saison ne commence. On est loin des 7500 par exemple de Fribourg-Gotteron. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous permettrait d'atteindre ou qu'est-ce que vous souhaitez atteindre comme objectif d'abonnés? Alors la motivation, je l'ai tous les matins quand je rentre dans l'Arena et puis que je vois les 9600 places que compte la Vaudoise Arena. Et c'est vrai que Fribourg m'a fait un travail magnifique avec une gouvernance maintenant qui est stabilisée avec... ils ont fait un travail remarquable les dernières 5 ans où vraiment le club s'est structuré. Ils ont mis en place la construction, la rénovation de cette nouvelle patinoire les concernant. Et c'est vrai que Fribourg est une région aussi de hockey qui a peut-être une offre culturelle de divertissement un peu moins forte, moindre que celle de Lausanne. Donc il y a peut-être un peu moins de concurrence le mardi ou le samedi soir, ce qui explique en partie ce succès. Puis après, il y a le succès sportif. C'est une équipe qui est compétitive, qui est forte, qui a 3 ans avait terminé première de la saison régulière. Là, ils sont partis, ils sont en feu. Donc bravo aux dirigeants, bravo à eux. Ils font un très bon travail. Il faut leur donner du crédit. Et puis nous, on a un peu balayé devant notre porte depuis quelques mois pour remettre un petit peu d'ordre dans la maison. Et puis maintenant, on est dans un process de reconstruction. Ça se joue aussi sur le prix. Il faut essayer d'avoir un prix. Vous avez adapté vos prix, par exemple, cette année. Ça a augmenté, ça a baissé? On a inclus les playoffs. Ça, c'est un gros changement. Mais on est toujours compétitif dans les prix puisque les abonnements debout sont les moins chers derrière Ajoie et Berne. Donc on est très compétitif sur les prix populaires. On a des bonnes classes moyennes, on a des prix VIP aussi compétitifs, accessibles à partir de 3 500 francs. Puis on a aussi des prix qui sont des prix premium qu'on trouve dans d'autres stades, avec des prestations un petit peu plus élevées, et puis avec des cercles de networking un peu plus restreints. Vous avez pourtant une base aussi assez fidèle, visiblement. Il y avait un sondage réalisé il y a peu de temps. Alors, c'était 900 personnes qui ont répondu, donc ce n'est pas tous les abonnés, mais 25% étaient abonnés depuis plus de 25 ans, oui. 45% depuis plus de 10 ans. Oui. Donc là, il y a une base fidèle. Et vous comptez sur elle pour élargir ce cercle-là? Bien sûr. On peut se féliciter effectivement d'avoir un public fidèle qui, malgré toutes les tourmentes qui ont accompagné ce club depuis toujours, le public est là. Il est là parce qu'il est passionné, parce qu'il connaît le jeu, parce qu'il s'intéresse au hockey sur glace.
Et je crois que ça, c'est aussi une chose qui est extrêmement intéressante, c'est d'avoir un public averti et d'avoir un public qui est passionné. Ça rend le dialogue aussi riche quand on les rencontre, parce qu'on les rencontre régulièrement. Et puis, ça permet aussi effectivement de compter sur eux comme des prescripteurs. Mais il faut qu'on élargisse le cercle, il faut qu'on pense aux générations futures, il faut il y a encore une quantité de choses à faire. Tout ce que vous nous dites, c'est vraiment inscrire le travail dans la durée. Ouais. Votre actionnaire, Grégory Finger, qui est assez discret, il Oui. est là, il s'est engagé pour 5-10 ans. À quel point on peut compter sur lui? Alors déjà, il faut savoir que c'est quelqu'un, comme vous le relevez, qui est discret. Il cherche pas la lumière, il cherche pas les spots. Qu'est-ce qu'il Et cherche puis- finalement en soutenant le club alors? Alors, je vais vous expliquer. D'abord, il est venu parce qu'il partage la même passion que nous. Parce que c'est quelqu'un qui adore le hockey sur glace. C'est quelqu'un qui est né à Moscou, qui a joué sur des glaces devant son immeuble, comme tous les gamins en Russie ou dans les pays où le hockey a une place aussi forte que le foot au Brésil. Et puis, quand il est embarqué dans le projet, d'abord comme membre d'un de nos clubs de soutien, ça a toujours été quelqu'un, moi, que j'ai retenu et que je respectais beaucoup, parce que son comportement, quand on gagnait ou quand on perdait, était toujours le même, toujours très positif, toujours bienveillant et beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute et beaucoup d'amour, d'amitié, de joie. Il faut aussi des fonds parce qu'il y avait des dettes. Bien Il sûr. faut maintenir l'activité Oui, mais- en route. Oui, mais la passion, ça s'achète pas sur un ibis. Mhm. Et lui, c'est quelqu'un de passionné par le projet, de concerné par ça. Et puis, il l'a fait aussi pour les générations. Il l'a fait parce que la Suisse lui a donné un toit. Et il est très respectueux de Lausanne, de la région du canton de Vaud. Et encore une fois, il loupe pas un match. Quand on joue à l'extérieur, il les regarde tous. Quand on joue ici, il vient toujours. Il vient toujours. Il partage ça en famille aussi. Et puis, ça c'est une chance que nous avons d'avoir un homme aussi attentionné, aussi bienveillant et puis concerné par le projet sur le long terme. Chris Wolf, LHC féminin, saison 2023-2024. Vous êtes allé au-delà des quarts de finale. Ah non, vous êtes arrêté cette année au quart de finale. L'année prochaine, au-delà? J'espère que les filles, elles vont passer une étape. Donc on peut que leur souhaiter de participer aux demi-finales. On voit que l'équipe de Zug est assez en forme en ce moment. Donc je pense que c'est assez clair de savoir qui c'est qui va gagner. Ça déséquilibre d'ailleurs un tout petit peu les équipes qui sont en place. Le fait d'avoir introduit une équipe à grands coups de renfort financier et puis d'argent, voilà, c'est discutable. Ça discute beaucoup de ce cas en ce moment-là. Mais moi, je me concentre sur les filles, puis je regarde attentivement leur évolution. Et puis, on y participe avec le Lausanne Hockey Club pour leur amener de la compétence ou leur amener des conseils marketing ou bien favoriser un petit peu les contacts que l'on a pour leur développement. Vous êtes toujours administrateur des Nuits du Rire? Plus, malheureusement. Alors, non. supposons que vous le soyez encore, ou Ok. bien grâce à votre réseau, quel est Ouais. l'humoriste que vous rêvez de voir à Vaudoise Arena? Florence Foresti. Ça va se faire ou c'est juste un rêve? Non, c'est pas un rêve, ça pourrait devenir une réalité, mais il y a encore un petit peu de travail. Mais Ouais. je pense que c'est quelqu'un qu'on est en droit d'attendre sur place, puis qui aimera son passage, j'en suis sûr. Toute dernière question, votre finale de rêve, c'est automatiquement un derby lémanique ou ça sera autre chose? Ma finale de rêve, ce serait le Bayern de Munich contre le LHC, mais je crains que ce soit malheureusement impossible. Mais s'agissant de la finale, écoutez, moi je ne veux plus parler de ça parce que on en a trop souvent parlé. On nous a, à juste titre, beaucoup fait le reproche d'avoir manqué d'humilité et puis d'avoir parlé d'abord des résultats avant de travailler. Donc je crois que maintenant, on est tous d'accord pour dire qu'au Lausanne Hockey Club, on doit travailler de nombreuses années encore, et puis un jour, je pense qu'on sera récompensé. Merci beaucoup, Chris Wolf, Merci à vous. d'être venu aujourd'hui sur notre plateau de B2B. Merci Frédéric. Merci Vincent. Rendez-vous la semaine prochaine, à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.